on est arrivé sur notamment ceci. Lorsqu'on a la matrice d'application linéaire, ça permet directement de calculer l'image d'un vecteur. Comment? On traduit tout en coordonnées, et dans le monde des coordonnées, ça revient à faire la matrice fois le vecteur coordonné. Conséquence, on avait fait le petit exemple ici pour f de R3 dans R2, on peut calculer directement l'expression d'une matrice d'application f de xy. Et si au lieu d'avoir x, y, z, vous avez juste des valeurs 0, 1, moins 7, vous faites cette matrice-là fois le vecteur colonne 0, 1, moins 7, et vous aurez les coordonnées du vecteur image dans la base arrivée. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser, il faut à tout prix bien le travailler. Ensuite, ce sur quoi on était arrivé, c'était ici, l'isomorphisme fondamental. Alors ça, c'est un grand nom, c'est un truc un peu abstrait, mais ce qu'il faudra retenir, c'est ce qui est marqué juste en dessous. On va y revenir après. Théorème 2. Si on a, attention, une base BP et une base BN, toutes les deux fixées. Cet énoncé, il s'applique lorsqu'on a fixé des bases de référence au départ et à l'arrivée. Si on a ça, on va considérer l'application, alors attention, ça se complique un peu, qui part de l'ensemble des applications linéaires de P vers UN, donc petit f, c'est une application linéaire, et on lui associe un élément de MNP de K, qui est sa matrice dans les bases BP et BN. Alors là, niveau abstraction, on va loin, parce que, petit rappel, une application linéaire, c'est une application entre deux espaces vectoriels qui vérifie certaines propriétés. On avait vu que l'ensemble des applications linéaires était lui-même un espace vectoriel. Et là, c'est cet espace vectoriel de l'application linéaire qu'on utilise comme espace de départ pour notre application phi. Donc là, il faut bien poser les choses, méditer un petit peu le truc, ça va loin. Et à l'arrivée, là c'est un petit peu plus simple, on a des matrices. À l'arrivée, on a des matrices. Conséquence, ici, à une application linéaire, on associe une matrice. Ce truc-là, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Au départ, on est application linéaire petit f. Par exemple, si je remonte un peu, voilà, vous aurez un truc comme ça. Ça, on vous dit, ok, ça c'est une application linéaire, on peut l'associer à une matrice. Si à côté vous avez une autre application linéaire, petit g, on peut aussi lui associer sa matrice. Donc l'espace de départ, c'est des éléments petit f, petit g. Le fait qu'ici, on ait un isomorphisme, ça veut dire que si vous faites une somme de f et g, la matrice de f plus g, ce sera la matrice de f plus la matrice de g. Si vous faites petit f fois une constante, lambda, la matrice de lambda f, ce sera tout simplement lambda fois la matrice de f. Et en plus, dans l'isomorphisme, il y a l'aspect bijectif. A, alors dans un sens, bien sûr, classiquement, à une fonction, à une application linéaire, on aura une seule matrice. Ça, c'est le fait qu'on ait une fonction, une application. Et dans l'autre sens, si vous connaissez la matrice, on peut toujours remonter à l'application linéaire. Alors, on va faire un exemple tout de suite, et qui vous allez voir, finalement, ce sera peut-être... On va faire deux exemples, même avant celui-ci, on va faire un petit autre vite fait. Et vous allez voir que finalement, ça va bien se passer. Alors, exemple sur l'isomorphisme fondamental. Alors, je regarde juste vite fait les petites questions qui ont popé. Ça veut dire qu'on va trouver une expression des matrices d'AL pour toutes les AL. Alors, à chaque application linéaire, on a une matrice. Même si on ne la connaît pas, l'application linéaire, on sait qu'il y aura une matrice associée. Et on pourra donc en particulier résumer de manière théorique en disant j'ai une application linéaire, j'appelle grand A sa matrice. Pourquoi? Parce que j'ai envie, je sais que ça existe. Alors, petit exemple. Donc, je passe sur le mode tableau. Tac, tac. Alors, ici, deux exemples d'applications linéaires sur l'application linéaire. En premier, juste entre guillemets élémentaire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Sur comment je vais formuler mon titre. Exemple sur, on va être juste basique.
matrice d'AL. On va dire c'est encore des exemples qu'on fait à la chaîne. Alors, premier exemple, on va tout simplement reprendre. Alors, on a vu petit f. Alors, je la reprends vite fait. Où est-ce qu'elle était l'application? Ici. Voilà. Donc là, je vais faire juste une petite capture d'écran vite fait. Tac, tac, c'était celle-ci qui m'intéressait. Ok. Et voilà. Donc, on a vu ça. Ce sera plus simple, plutôt que de tout réécrire. Alors, on a vu la matrice de petit f qui est tatati tatata, qui était, alors, grand A, égale, alors je vous refais le principe rapidement, on allait ici de R3 dans R2, on a donc 3 vecteurs de base au départ, donc 3 colonnes, tac, 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 et à l'arrivée, on a, excusez-moi, j'ai interchangé, c'est le contraire, on a R2 au départ, je confonds avec une réplication, ça veut dire qu'on a 2 vecteurs de départ, donc on va avoir 2 colonnes, en revanche on a une de 3 coordonnées, tac, 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 on a vu cette application-ci. Et au niveau du calcul, si on est dans les bases canoniques, donc je le rajoute ici, dans les bases avec un S, ça ira mieux. Dans les bases canoniques, la matrice grand A, ça revient juste à récupérer les coordonnées. Concrètement ici, on va avoir première coordonnée 3, moins 1, ensuite 1, 1, et ensuite moins 2, 5. Donc ça, c'est la matrice qu'on avait déjà vue. Normalement, il n'y a pas de souci particulier. On va rajouter une autre application linéaire. Donc si on considère petit g, qui a xy a ceci, alors pareil, je vais mettre des chiffres complètement au pif. Ce qu'on veut juste, c'est avoir une autre application linéaire avec les mêmes espaces de départ et d'arrivée. R2 au départ, R3 à l'arrivée. Donc ici, je vais mettre de manière complètement arbitraire. Par exemple, il y aura un x plus 2y. Là, il y aura juste un 3y, pourquoi pas. Et ici, il y aura un 4x moins z. Voilà. Si on fait deux têtes, quasiment, la matrice de petit g. La matrice de G, alors dans les bases canoniques. Pas de. Excuse-moi, c'est pas Z, c'est Y. Hop là. Tac, tac. Voilà, autant pour moi. On a la matrice de G. Alors, dans les bases canoniques, donc petit rappel, classiquement, alors c'est juste entre nous, hein, j'appelle B2 la base canonique de R2 et B3 la base canonique de R3. Donc je le remets ici, tout en haut, dans les bases canoniques. B2 et B3. Est-ce que ça s'affiche? Ouais, ça passe à l'écran a priori. Alors, on a la matrice de G qui va être égale à quoi? Pareil, on le fait rapidement. Au départ, R2. Ça veut dire dimension 2, 2 vecteurs de base, 2 colonnes. Paf, paf. À l'arrivée, R3, dimension 3, 3 vecteurs de base qu'on imagine sur les lignes. 3 lignes. Je refais rapidement, enfin excusez-moi, je bafouille. Je refais rapidement la matrice. Si on fait f de 1, 0, on remplace x par 1, y par 0. Considère, on aurait... Oula, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3. Donc, si on prend f de 1, 0, on remplace x par 1, y par 0. On va donc avoir g de 1, 0 qui sera 1, 0, 4. Comme on est à base conique à l'arrivée, ça va revenir à faire un copier-coller des chiffres 1, 0, 4. Maintenant, idem pour g de 0, 1. On remplace x par 0, y par 1. On se retrouve avec 2, 3, moins 1. Comme on est à la base conique à l'arrivée, ça se passe super facilement. On a juste à recopier 2, 3, moins 1. Donc ça, je le fais vite fait ici.
si vous avez besoin de reprendre un petit peu ça, n'hésitez pas à le refaire bien tranquillement pour les assimiler. Parce qu'au fur et à mesure, vous devrez le faire quasi instantanément. Ça fera partie du jeu. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver doucement. Ici, par rapport à l'exemple, si on considère maintenant l'application petit f, l'application h égale à, j'en sais rien, f plus 3g. Comment est-ce qu'on va avoir sa matrice? Tout simplement en calculant a plus 3b, si b, excusez-moi, je change de couleur, tac, tac, c'est la matrice de G. Donc, fin de l'exemple, hop, hop, par, alors là, ça va faire un peu pompeux, mais bon, c'est pas grave, par l'isomorphisme fondamental. Alors, par l'isomorphisme fondamental, ouais, la MITS, c'est exactement ça. Donc, par l'isomorphisme fondamental, la matrice de, donc je dis quoi? J'ai dit F plus 3G, ce sera égal à grand A plus 3B. Donc concrètement, faire des applications, des combinaisons linéaires sur les applications linéaires, ça revient à faire les mêmes combinaisons linéaires sur les matrices, à partir du moment où on a bien fixé, regardez bien là-haut, à partir du moment où on a bien fixé des bases de référence les mêmes partout. Et après, bah, sinon on a envie, on peut faire le calcul, mais bon, ça c'est une autre histoire. Est-ce que sur ce micro-exemple, il y a des questions? Alors, pourquoi un truc aussi historique pour ça? Ben, parce que si on veut une formulation complète, attention, il y a l'aspect application linéaire de l'application phi. Donc ça, c'est ce qui est juste, ce que vous venez de dire. Ah, excusez-moi, je viens de voir que sur le PDF, j'ai pas redescendu sur l'énoncé. Voilà. Ici, le fait que cette application phi soit linéaire, c'est ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi le fait que ce soit une application bijective. Et ça veut dire que si on a la matrice, on a l'application linéaire. C'est important aussi. Alors, je vais avancer un petit peu et puis on verra les questions peut-être un petit peu après de manière paquet. Sauf s'il y a des... Alors vous me signalez s'il y a des fautes de frappe et compagnie. Mais sinon, j'enchaîne un petit peu. Je suis en train de m'embrouiller dans le PDF. Ok, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Alors deuxième exemple. Une fois qu'on a ça, un exemple un chouïa plus théorique. C'est celui qui est marqué en dessous sur le PDF. C'est tout simplement... Alors est-ce qu'il s'affiche? Ouais, il est là en dessous. Ici. Si on considère, dans K crochet X, muni de sa base canonique, l'application P associe P'-3P. On a déjà vu, c'est ce qu'on avait fait un petit peu avant, l'application P associe P'. Sa matrice, c'était celle qu'on a fait plus tôt. Ensuite, on a le petit moins 3. Et ensuite, on a le P associe P. Ça va être l'occasion de faire un petit point particulier. La matrice de l'identité de grand E dans grand E, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est ce qu'on a. P associe P, c'est l'identité de K crochet X. Alors, si on est à peu près bon, je vais avancer un petit peu sur la page suivante du tableau. Alors, je regarde vite fait les questions, s'il y a des choses à reprendre maintenant. La matrice d'une combinaison d'AL, la combinaison des matrices d'AL, exactement. Exactement. Alors, deuxième exemple, un petit peu plus générique. Hop, je reprends la bonne couleur. Donc, deuxième exemple un petit peu plus générique. Quelle est la matrice de l'identité de E? Alors, petit rappel, je le mets à côté. Id de grand E, c'est l'application qui va de grand E dans grand E, qui a un vecteur petit x, va associer le même vecteur petit x. C'est tout. Conséquence ici. Si on note grand B, et on va pas donner de valeur, on s'en fiche. On va juste la noter E1, En, à E1, E2, etc. En. Une base de E fixée. La matrice
dans cette base B de l'application identité, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir une surprise. Ici, alors on va écrire tranquillement comme d'habitude ce qu'on veut faire. On est censé avoir, vu qu'on a un endomorphisme, on a une dimension fixée, petit n ici, au départ et à l'arrivée. La matrice de cet endomorphisme, elle sera donc carrée. On est censé calculer en colonne identité de E1, identité de E2, etc. jusqu'à identité de En. Et on est censé, j'ai un petit peu dévié mais c'est pas grave, calculer les coordonnées de ces vecteurs dans la base E1 jusqu'à En. Je ferme ma parenthèse et on va réfléchir un petit peu sur ce truc-là. Donc on l'écrit en dessous. Si on calcule l'application identité sur le vecteur E1, l'application identité, elle fait rien. En conséquence, on se retrouve avec E1. Mais si ensuite, nous on veut les coordonnées dans la base de En, en fait c'est instantané. On a une fois E1, et les coefficients sur les autres vecteurs, tout simplement 0 fois E2, plus 0 fois E3, plus etc., plus 0 fois En. De la même manière, enfin pas de la même manière, mais pour celui-ci, ça veut donc dire qu'on va avoir comme coefficient, je reprends ma couleur, hop, classique, 1 comme coefficient pour le vecteur E1, et ensuite que des zéros. Même principe jusqu'à la fin, identité de E2, ce sera E2. C'est donc 0 fois E1, 1 fois E2, et après que des zéros. Et ainsi de suite, jusqu'à identité de En. Identité de En, je l'écris à côté, lui ce sera tout simplement petit En, c'est-à-dire 0 fois E1, 0 fois E2, 0 fois En-1, jusqu'à 1 fois En. Et conséquence, effectivement, vous l'avez bien repéré, on va avoir tout simplement la matrice identité. Et donc maintenant, vous savez un peu plus pourquoi cette matrice identité s'appelle matrice identité, parce que c'est en fait la matrice de l'application identité, c'est-à-dire l'application qui ne change pas les vecteurs d'aspect vectoriel. Donc morale à retenir, bien sûr. Alors, la matrice dans une base B fixée de l'identité de E, c'est grand I n, et j'écris entre parenthèses, la matrice identité de taille n égale dimension de E. Donc ce truc là, tac, c'est à retenir parfaitement et vous pouvez l'utiliser directement. Si il y a quelques questions là, je vous laisse 5-10 secondes. Après, je vais changer de tableau pour regarder maintenant avec notre application de Kn crochet X dans lui-même, qui a P associe P'-3P. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? On est bon à peu près. Alors, page suivante, hop. Donc, petit exemple qui est plus concret du coup. Là, c'est un exemple générique qu'il faut bien sûr maîtriser parfaitement. Mais si on revient à un exemple petit plus concret, est-ce qu'elle a un petit nom cette application? Non, je ne vais pas donner de nom. Donc, on pose, je sais pas, alpha, tiens, pourquoi pas. Il n'y a pas de alpha dans l'histoire. L'application de Kn crochet X dans hop, Kn crochet X qui est un polynôme P associe, et donc j'ai mis P'-3P.
cette application. Alors, on passe sur le fait que, je le réécris vite fait à côté, on va pas le démontrer. Donc le fait que alpha soit linéaire, le fait d'avoir alpha endomorphisme, tout ça, c'est pour vous. Vous prenez exactement la méthode qu'on a déjà fait 2-3 fois, elle marche sans aucun problème ici. Ensuite, par rapport à nous, ce qui nous intéresse, l'application alpha, on va en fait la décomposer en combinaison linéaire. On aura la décomposition, on va dire ça comme ça. Alpha égale, alors, grand D moins 3 fois identité de K crochet X. Ou, c'est quoi l'application D? Je vous remets sur le PDF à côté ce que c'est. On l'avait vu un petit peu plus haut. Alors, où est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle s'appelait bien D. Oui, c'est là. C'est ici. Je vais vous faire une petite capture vite fait. Zoup. Tac. Je redescends pour mettre l'exemple énoncé. Et je repasse ici. On avait vu cette matrice-là. Et cette matrice-là ici. Donc là, je vous mets une petite flèche vite fait. Tac. On avait vu, je change de couleur, que c'était une matrice avec que des zéros sur la diagonale. Et au-dessus, il y avait 1, 2, 3, jusqu'à petit n ici, tout à la fin. Et des zéros dessus ou en dessous. Conséquence, donc là je vais faire un petit trait de séparation. Hop, zoup. Le logiciel que j'ai est pas trop mal, mais il manque des raccourcis clavier pour changer directement de gomme à stylet et compagnie. C'est un petit peu dommage. Alors, par suite, donc là, la matrice de alpha dans la base B, toujours la base canonique, je ne l'ai pas noté, mais bon, je pense qu'à force dans le contexte, ça va être clair. La matrice alpha dans la base canonique, ça va donc être la matrice 2D dans la base canonique, moins 3 fois la matrice dans la base canonique de l'application identité. Ensuite, je vais directement poser la matrice. Pourquoi? La matrice de l'application identité, c'est grand I indice n plus 1. Ici, on est en dimension n plus 1, donc n crochet x. La matrice de D, c'est celle qu'on a vue à côté. On fait une soustraction. On se retrouve avec, sur la diagonale, il n'y a que les coefficients de la matrice identité qui vont interférer. On aura donc des moins 3 sur toute la diagonale. Au-dessus de la diagonale, la matrice de D. On aura donc les petits coefficients 1, 2, 3 jusqu'à n qui vont apparaître. Conséquence pour notre matrice globale, on va avoir moins 3, etc. Moins 3 sur la diagonale. Et 1, 2, 3, etc. jusqu'à n ici. Alors je rappelle que la matrice de D, on l'avait déjà vue sur l'exemple précédent. Donc là, il faut juste remonter un petit peu sur ce qu'on a fait hier. Oh, attendez, je ne suis pas très bien décalé. Tac, tac, tac. Attendez. Je réécris ma matrice, je réécris la même chose, mais de manière un tout petit peu plus nette, parce que là, mes coefficients ne sont pas bien alignés. Donc ici, on est censé avoir moins 3 et ensuite des zéros. Là, ce sera 1, moins 3. Là, ce sera 2, moins 3. Là, ce serait 3, moins 3, et etc. Jusqu'à petit n, moins 3. J'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça. Et bien sûr, là, des zéros, et là, des zéros. Et donc ça représente la matrice de l'application linéaire alpha dans la base BC. Donc lorsque vous avez ce genre de situation, concrètement, il n'y a pas besoin de refaire les images des vecteurs de base et compagnie. Vous réutilisez cette matrice que vous avez déjà auparavant. Et ensuite,
Concrètement, ça veut dire quoi? Ici, je vais vous le remettre, on sait qu'on a alpha de 1, alpha de x, jusqu'à tout à la fin alpha de x puissance n, en coordonnées dans la base 1, x, jusqu'à tout en bas, x puissance n. Et donc, juste en faisant fait une petite addition de matrice, on sait qu'on a les coordonnées de ces vecteurs-là. Donc ici, la base, attention, j'ai noté BC, la base canonique. Donc je vais le réécrire à côté. BC comme canonique, c'était juste comme ça, c'est 1x jusqu'à x puissance n, base canonique de kn crochet x. Est-ce que... Donc s'il y a des questions là, je vous laisse les mettre dans le chat. Et ensuite, on va pouvoir reprendre le fil du cours. Alors, comment on a le droit d'exprimer? C'est l'application du théorème, c'est tout. Alors la démonstration, on verra plus tard. Alpha 2, 1, alpha 1, c'est des vecteurs. Alors oui, attention, c'est toujours le même principe. On considère exactement comme l'exercice qui a été fait tout à l'heure. On considère les images des polynômes 1, x et puissance n. Et on écrit dans la matrice leurs coordonnées. Attention, leurs coordonnées, donc ce sont des nombres, des gentils scalaires, dans la base 1, x puissance n. Alors je repasse, hop là. Je repasse sur mon PDF, donc je vous l'ai mis un petit peu en plus grand passage, il y a toujours de la matrice à côté. Alors, c'est toujours comme ça qu'on traduit un homomorphisme de matrice. On en reparlera parce que là, je sais pas très clair. Alors, ici, on avance un petit peu, Alors, corollaire 3, alors ça, encore un énoncé un peu abstrait. Pour l'instant, bon, je vais vous l'énoncer, vous l'expliquer un petit peu. On va pas trop insister dessus parce qu'on aura largement l'occasion d'y revenir au fur et à mesure. C'est pas du tout prioritaire pour l'instant. L'idée c'est que je mets les deux en même temps. Si vous regardez au-dessus, vu qu'on a un isomorphisme entre L de EPEN et MNP de K, vu qu'à droite, MNP de K, on sait que c'est un espace de dimension finie, et on connaît sa dimension NP. Et on connaît, petit rappel aussi, une base de MNP de K, c'est la base canonique, c'est avec les fameuses matrices grand E, IJ, où il y avait les matrices qui sont toutes nulles, avec seulement un petit 1 en position IJ. Donc ça, si jamais c'est plus très clair dans votre tête, vous mettez une petite croix quelque part, revérifiez base canonique de MNP de K. Donc ici, de l'autre côté gauche, on a l'ensemble des applications linéaires de EP dans EN. Vu qu'on a un isomorphisme entre les deux, ça veut dire tout simplement que du côté gauche, l'ensemble des applications linéaires de EP dans EN, c'est aussi un espace de dimension finie, et ça a exactement la même dimension n fois p, et on peut aussi donner une base canonique de cet ensemble d'applications linéaires en regardant les applications linéaires associées au grand EIJ. Donc ça fait beaucoup d'infos d'un coup, c'est ce qui est résumé dans ce petit énoncé là en dessous. Ce que vous allez surtout retenir, vous, c'est ça. Le fait qu'on ait la dimension de l'espace d'application linéaire. Le coût de la base, ça arrivera au fur et à mesure. Mais retenez ça, cette dimension n fois p, lorsqu'on a EP, EN, lorsqu'on a des espaces de dimension p et dimension à l'arrivée. Pour l'instant, on passe. Je vais juste marquer là ce que je vous ai dit. On note la base canonique d'un 1. Voilà. Cette petite base canonique là, à revoir si besoin, bien sûr. Ça, je vous laisse gérer. Là, le grand C va beaucoup plus nous intéresser et sera beaucoup plus facile, plus concret pour l'instant. Alors, j'essaie de quand même tout afficher à peu près en même temps. Ok. Alors, je repasse en plein écran un petit peu. Je pense que c'est bon. Alors, le grand C, c'est quoi? C'est... Le but du jeu, c'est tout simplement de se dire, finalement,
Si une matrice, je peux toujours lui associer une application linéaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin tout le temps d'expliciter cette application linéaire? En fait non. On va arriver du coup à des notions, alors ça peut sembler très bizarroïde, ça peut même sembler contradictoire, mais attention, il y a un contexte bien précis. On va pouvoir parler de noyau d'une matrice, et on va pouvoir parler d'image d'une matrice. Attention, attention à ce que vous dites. Ici, ça ne veut pas dire que grand A est une application linéaire, c'est quelque chose de très précis qu'on va écrire ensemble. Et pareil pour l'image de grand A, ça ne veut pas dire que grand A est une application linéaire, il y a une espèce d'abus de notation dans l'histoire. Plus précisément, définition. Si on a une matrice, hop, je l'entoure ici, grand M dans MP2K. L'application linéaire canoniquement associée à grand M, ce sera quoi? Ce sera une application linéaire où on va choisir plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'on a besoin de choisir? Si on a envie que la matrice de U soit grand M, il faut choisir des espaces de départ et d'arrivée cohérents. Ça veut dire que cette caméra ne voit pas parce que ça ne marche pas, parce que je suis en train de faire des gestes. Donc on doit choisir un espace de départ, un espace d'arrivée cohérent. Ça veut dire avec les bonnes dimensions par rapport à la matrice grand M. On doit choisir des bases. Là, on ne va pas se casser la binette, on va prendre les bases canoniques. Tout simplement parce que pour l'espace de départ et d'arrivée, attention, je le redis encore un coup, mais je le redirai régulièrement, grand M. Si c'est la matrice d'une application linéaire, ça veut dire que ces colonnes sont les images, correspondent aux images des vecteurs de base. Ça veut donc dire que là, le nombre de colonnes de la matrice correspond à la dimension de l'espace de départ. C'est pour ça que là, il faudra bien faire attention. Le petit p, qui est le nombre de colonnes de la matrice, que je vous ai mis en fluo, là, ici, il va se retrouver au départ, ici. Donc attention, je vais mettre une petite flèche comme ceci. Voilà. Je fais des petites vues comme ça. Donc ici, ça veut dire quoi? Pensez bien à intervertir les petits p et les petits n. Si par exemple on a une matrice avec, pour anticiper sur l'exemple juste en dessous, si on a une matrice avec 2 colonnes, ça veut dire que c'est l'espace de départ qui est de dimension 2. J'insiste bien parce que ça peut sembler entre guillemets à l'envers, parce qu'en général quand on parle d'une matrice, on donne les lignes en premier, les colonnes avant, les colonnes après. Mais par rapport aux dimensions, ça s'intervertit. C'est comme ça, on fait avec. Et bien sûr, la condition qu'on rajoute, on veut que la matrice grand M, ce soit la matrice de l'application petit u. Exemple, vous allez voir qu'en fait c'est super simple. C'est beaucoup de blabla pour un truc super simple, mais il faut bien prendre du recul par rapport à tout ça pour l'assimiler. Donc je repasse en mode hop, tableau. Je vais passer une page suivante. Alors, ici, donc la matrice que j'ai, c'est, alors, exemple, hop, hop, hop. Exemple de, pas de matrice, pardon, excusez-moi, d'application linéaire. Canoniquement associé. Alors, ici, la matrice c'est quoi? Grand M, je vais la recopier, c'est 1, 0, 3. Et ensuite c'est I1 plus I, I1 plus I, et le dernier c'est moins I. Cette matrice-là, c'est une matrice qui a 3 lignes, 2 colonnes et un coefficient dans C. Volontairement, je l'aurais eu histoire de changer, j'ai mis des complexes pour vous rappeler que oui, les complexes, ça existe. Cette application-ci, donc
la L canoniquement associée à grand M est. Petit u. Vu qu'on a des coefficients complexes, on va partir sur du grand C, grand C2, grand C3. Vu que à l'arrivée, vu qu'à le nombre de colonnes ici, C2, ça veut dire que notre application linéaire, elle va aller de C2 ici, et elle va aller dans C3. Et ce qu'on veut, c'est que cette application linéaire, elle est pour matrice dans les bases canoniques B2 et B3, grand M. Donc je remets un tout petit peu de couleur pour expliquer ça. Donc là, le petit 2, là, le petit 2. Donc ça, attention. Ensuite, ici, j'aurais ainsi sur le fait qu'on choisit de manière complètement arbitraire les bases canoniques. Après, le fait de prendre des bases canoniques pour une application canoniquement associée, entre guillemets, les termes sont bien choisis. Ensuite, si on veut, on peut tout à fait dire, de manière uniquement abstraite, ça y est, j'ai trouvé, ça, c'est mon application linéaire. Elle existe, elle est unique. Si on veut l'expliciter, je me suis trompé de couleur, zoom. Si on veut l'expliciter, tout simplement, il va falloir poser U de XY. Donc ici, donc si on veut l'expliciter, mais je précise bien sur le fait que j'insiste bien sur le fait que ce soit facultatif, c'est pas automatique. On aura tout simplement, alors ça rejoint effectivement les choses qu'on a déjà fait, mais là on va le faire de manière plus directement. Ce sera U de XY qui va être tout simplement, on arrive dans C3, on aura donc 1, 2, 3 coordonnées, sauf que là on va le faire plus vite que l'exemple précédent. Alors la partie explicitation, effectivement on l'a déjà faite. Ce qui est important ici pour vous, c'est entre guillemets le début, c'est le morceau qui est ici. C'est ça que vous devrez arriver à interpréter comme il faut. Là, la suite de l'exemple, c'est entre guillemets du bonus, mais ça ne me dérange pas du tout de le refaire parce que c'est pas forcément instantané pour tout le monde. Donc si on veut l'expliciter facultatif, U de XY ce sera quoi? Si, je vais peut-être pas avoir assez de place, ouais si ça va aller. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Par exemple pour la première coordonnée. Petit rappel, on est censé appliquer la matrice grand M au vecteur colonne XY. Si je l'écris en dessous, grand M fois XY, on fait le calcul dans notre tête, on est censé avoir une matrice avec première coordonnée, on aura petit x plus petit i fois y. Petit rappel, on fait la première ligne, 1i, terme à terme fois la colonne xy, x plus y. En dessous, 0, plus 1 plus i fois y. Et en dessous, 3x moins petit i fois y. Comme ici, on est dans les bases canoniques, je le redis bien encore à l'oral, il suffit juste de reporter tout simplement ces trois petites expressions pour avoir la matrice, pour avoir l'application u de xy. Donc x plus y, 1 plus i fois y et 3x moins y. Alors j'espère que là, comme c'est la deuxième fois, ça vous semblera un chouïa plus simple, mais dans tous les cas, ça se travaille. Tout ça, c'est pas du tout instantané, ne vous inquiétez pas. Alors, cet exemple-ci, c'est bon, c'est tout, on l'a bouclé. Est-ce que c'est bon? Dans quelle situation on se passe par la base canonique? Très bonne question. Tout simplement, et ça va être au fur et à mesure, surtout la fin du chapitre, si une matrice est compliquée, si une application linéaire d'un base canonique, elle a une matrice compliquée, il y a des chiffres dans tous les sens,
Et si on a envie de faire en sorte d'avoir une matrice plus simple, on va avoir des techniques. Alors ce sera en fait surtout la deuxième année, mais on va un petit peu vous aurez une mini-initiation cette année. On va avoir un petit peu des techniques pour choisir judicieusement les bases, pour faire en sorte que la nouvelle matrice, dans les bases judicieusement choisies, soit en fait le mieux c'est diagonale. Et là, je vous invite, en ayant ça en tête, à re-regarder l'exercice 1 du petit devoir d'entraînement le samedi. Là, finalement, c'est ça qu'on vous a fait faire en douce. Vous aviez deux espaces G1, G2. L'air de rien, on vous faisait calculer des bases bien choisies. Et on faisait, pareil aussi, l'air de rien, poser une matrice d'une application dans cette nouvelle base. Ce sera plus en plus clair à la fin du chapitre, mais on vous a déjà fait faire ça en douce. Alors la base canonique de C3, c'est exactement la même que pour R2, R3, sauf qu'on change les scalaires. On a avec des scalaires complexes, mais sinon on prend 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça, il n'y a aucun problème pour la base canonique. Je vais revenir rapidement, donc je vous laisse ça, je remets le PDF en grand, et on va avancer encore un petit peu. Alors, où est-ce qu'on en est? Là, on s'approche de la première heure. Alors, c'est déjà pas trop mal ce qu'on a fait. Ce que j'aimerais bien voir ici, donc il y a ça et voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Normalement, c'est bon, on peut boucler ça quasi tranquillement. Alors, ouais, normalement, j'avais dit 1h30. Alors, initialement, c'était 1h, mais comme il y a le décalage avec le français, alors on va peut-être. Alors, si c'est 40 minutes, bon, comme normalement, j'avais prévu 2 heures sur la journée. Si c'est 3 quarts d'heure, j'espère que vous ne ferez pas un malheur. Alors, ça arrive dans l'image, ça arrive. Ici, définition. Voilà, c'est facile, c'est juste une définition. Maintenant, et vous pouvez comparer un petit peu avec l'exemple qui est à côté. Si vous imaginez le noyau de l'application linéaire canoniquement associée. Si on regarde en coordonnées, ça revient finalement à résoudre grand M fois grand X égale 0. D'où la définition qu'on choisit de mettre en place ici. Le noyau de grand A, alors j'encadre ce truc là, le noyau de grand A, c'est l'ensemble des solutions du système à x égale 0. Ou l'inconnu, attention, c'est grand X dans M P1 de K. Ça veut donc dire que X, ce grand X, c'est un vecteur colonne. Ça veut dire que c'est un vecteur de coordonnées dans une base fixée à l'avance. L'image de grand A, notée im de grand A, c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs A fois grand X ou grand X dans MP1 de K. Donc on prend, c'est exactement l'analogue des U de petit x, on fait des grand A fois grand X, traduction avec le produit matriciel. En pratique, deux cas de figure, si vous avez à calculer un noyau ou une image de matrice, vous restez purement matriciel. Mais dans certaines situations, deuxième cas de figure, vous aurez besoin, et ce sera un petit peu plus délicat, de faire un lien entre le noyau de la matrice, le noyau de l'application linéaire, l'image de la matrice, l'image de l'application linéaire. Ça, pareil, on va y arriver doucement. Il faut connaître l'inverse de A du coup. Alors, très bonne question, qui rejoint un petit peu ce qu'on va faire juste après. Alors, de manière générale, non. Tout simplement parce que rien ne vous dit qu'elle est inversible grand A. Lorsque vous avez le système linéaire AX égale 0, vous le savez très bien, dans un système, même si vous avez un système 3-3, il peut y avoir une équation qui devient 0 égale 0 qui disparaît. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a des inconnus secondaires et compagnie. Donc, de manière générale, grand A ne sera pas inversible. En revanche, c'est ce qui va arriver un petit peu après, on va se demander, mais alors finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre grand A inversible, vu que grand A inversible, c'est un lien avec le système, et que le système, il y a un lien avec les images antécédentes, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre matrice inversible et application qu'on peut trouver? Et bien oui, on va arriver à ça. On va arriver doucement, mais pour l'instant, vous vous cassez pas la binette, pour l'instant, x égale 0, c'est un brave système. 3-3, 4-3, 2-5, j'en sais rien, mais c'est juste un brave système par défaut. Et donc, encore une fois, toujours une technique sur les systèmes à connaître. Alors, on avance un petit peu. Un très gros morceau. Un très gros morceau. Le principe ici, c'est si jamais on a deux applications linéaires enchaînées, on aura envie d'avoir un petit peu ce qui se passe sur la composition. Donc ici, on a besoin donc de trois espaces vectoriels, EP, EN, ER, une application petit f qui va aller de EP dans EN, et une application petit g qui va aller de EN dans ER. Ce qui fait qu'on a une composée G rond F qui est bien définie.
Et le but du jeu, enfin pas le but du jeu, l'énoncé, il consiste simplement à nous dire que si on a la matrice de grand A de F qui est fixée, si on a la matrice grand B de G qui est fixée, bah tout simplement, la matrice de G rond F, c'est B fois A. Donc là, il n'y a même pas de piège sur l'ordre. G rond F, matrice de G, B, matrice de F, A, B fois A. Donc ce truc-là, surtout, à mettre bien comme il faut. Ensuite, donc morale. Calculer f puissance n, ça revient à calculer grand A puissance n. Alors, je repasse sur la partie PDF. Et on va arriver tranquillement à quelques applications qui vont être super sympathiques. Donc ici, première chose, enfin, il y a deux, trois choses. On va les parcourir et puis après on va faire des petits éléments de démonstration. Si on a des matrices inversibles, on va pouvoir faire un lien entre les matrices inversibles et les isomorphismes. Tout simplement parce que, première chose, si vous avez, où est-ce que c'est? Ici. Si vous avez, avec des notations habituelles bien fixées, espace, base, etc. Si vous avez une application linéaire petit f, de grand E dans grand F, et si vous avez grand M la matrice de f, alors on a une équivalence toute simple. Dire que f est un isomorphisme, ça va revenir à f, ça va revenir à dire que m est inversible. De plus, et ça c'est pas du tout anodin, m-1, c'est la matrice de f-1. Conséquence pratique de ce truc-là qu'il faut à tout prix bien encadrer, bien repérer. Maintenant, avoir des réciproques d'application objective, attention, lorsque ce sont des endomorphismes, isomorphisme ça veut dire objectif, rappelez-vous c'est la même chose, avoir des réciproques d'application objective, ça veut dire je calcule ma petite matrice, qui va être une matrice 2, 2, 3, 3, ensuite je veux vérifier si elle est inversible. Je fais ma petite méthode de Gauss, pépère, la première colonne, deuxième colonne, la matrice à gauche, grand I à droite. À la fin, je conclus ma matrice inversible, donc l'application objective, cadeau. Et en plus, j'ai calculé m-1, et donc m-1, c'est la matrice de f-1. Et vu que je sais, à partir de la matrice retrouver l'application linéaire, à partir de m-1, je vais pouvoir expliciter, à partir de m-1, je vais pouvoir expliciter f-1. Donc ça, ce sera très pratique. Et c'est pour ça aussi que tous les trucs qu'on a fait sur les matrices, du coup vous commencez à voir un petit peu comment ça s'emboîte, tous les raisonnements un petit peu juste techniques, calculatoires qu'on a fait sur les matrices, ils servent à ça. Notamment, ils servent à faire des liens avec les applications linéaires. Point important, alors c'est souvent ça, c'est automatique, mais vu qu'on parle d'applications linéaires bijectives, ça signifie automatiquement qu'au départ et à l'arrivée, on a la même dimension. Ça, bien sûr, c'est logique. Et point important aussi, les bases sont fixées. Alors, normalement, vous allez prendre le pli parce que c'est toujours pareil. Mais ici, B, B', donc j'ai marqué là fixé une première fois, mais je le remets en dessous. Elles sont fixées une fois pour toutes. Ce sont les mêmes bases B, B' qu'on utilise pour grand M et pour grand M-1. Avec juste, bien sûr, je fais attention à tous les petits détails, mais ici, regardez bien où est passé le prime. Le petit prime, il est là maintenant, il est du côté gauche. C'est normal. Si petit f, elle va de grand E dans grand F, f-1, f, je vais mettre ça comme ça, moins 1, elle va de grand F dans grand E. Conséquence, la première base, ce sera B', la base de grand F, et la deuxième base, ce sera celle associée à grand E, c'est-à-dire grand B. Donc il faut faire attention à ces petits détails, mais si vous êtes cohérent, il n'y a pas de problème du tout sur cet énoncé, c'est pas un énoncé piège. En particulier, bien sûr, si votre application petit f c'est un endomorphisme, c'est la remarque qui est juste en dessous, ça vous dira si l'application est un
automorphisme de grand E ou pas. Application. Alors ça, je parcours les énoncés et puis après on va revenir sur quelques démonstrations éventuellement. Ou je ferai un pack démonstration après. Je réfléchirai. Énoncé suivant. Proposition 6. Ça, alors c'est un truc que je vous ai déjà dit à l'époque, que c'était vrai. Et je vous avais dit, là, regardez, ça va arriver. Si on veut caractériser l'inversibilité, a priori avec la définition, c'est avoir mm' égale identité et aussi m' égale identité. A priori, on disait bien, il faut vérifier les deux. Mais en vrai, et là on va pouvoir le prouver maintenant à partir de tout ceci, si on a la relation uniquement dans un sens, bah ça marche dans les deux sens. Donc ici, alors je ne vais pas mettre plus de flow que ça, parce qu'il n'y a rien de spécial, mais avoir juste un côté, ça donne directement l'inversibilité. Autrement dit, donc c'est peut-être ça que j'ai le plus souligné, dans la définition de la cité des matrices, une seule des égalités suffit. Alors c'est un état sur les matrices, ça qui rapporte les ailes. Justement, c'est ça qui est très beau. Et peut-être que je finirai sur celui-ci, parce que comme application des applicationnaires, je l'aime bien, beau. Je l'aime bien, il est super joli. Celui-ci, il va vraiment permettre de voir que, en utilisant des applications linéaires, on va avoir des énoncés purement matriciels, juste en faisant un petit jeu. Vous allez voir. Dernier énoncé, hop, voilà. C'est là-dessus que je voulais qu'on finisse. Théorème 7, équivalence. Et encore une fois, là maintenant, vous allez avoir du recul. Vous allez vous dire, ah bah oui, en fait, c'est logique. Si on a une application linéaire, grand A. Si on considère l'application linéaire canoniquement associée. Grand A inversible, ça veut dire U bijective. Mais vu qu'on est en dimension finie, même dimension finie au départ à l'arrivée, U bijective, ça veut dire que ça se traduit par le petit b, tout élément grand B de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent. Traduction matricielle, le système AX égale B admet une solution. Mais c'est aussi équivalent à dire que l'application U est injective. Injective, c'est la petit c, noyau égale à 0. Là, ça veut dire tout simplement que le système x égale 0, il ne va avoir que 0 comme solution. Et dernière chose, petit d, ça ce qui traduit la surjectivité, dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent, ça revient à dire que l'application est surjective. Et donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de démonstration finalement, quasiment. Bijectif, équivalent injectif petit c, équivalent surjectif petit d. Et ça on l'a déjà vu. L'utilité du théorème 7. Alors l'utilité effectivement, c'est uniquement dans le contexte des systèmes. On retrouve une chose qu'on avait déjà évoquée, mais là c'est démontré de manière un peu plus précise. Lorsqu'on a une matrice inversible, il y a une unique solution au système et vice versa. Après, ce genre de situation, ce genre de théorème, ça justifie d'une manière différente, et un petit peu a posteriori, des raisonnements qu'on avait fait à l'époque avec les systèmes. Par exemple, le fait que pour trouver la matrice inverse, on puisse résoudre le système x égale b. Ça, c'est une technique qu'on a déjà utilisée, on l'a déjà vu ensemble. On l'avait on l'avait pseudo-démontré, mais là, à partir de ça, je trouve en tout cas que c'est ce qui est le plus lumineux, on va dire, une fois qu'on a le recul par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça a bien médité. Et j'aimerais bien qu'on démontre juste, pour montrer un petit peu la force des applications linéaires, la proposition 6. Parce que vous allez voir, elle est super rigolote. Et il nous restera ensuite comme démonstration le 4 et le 5 que je placerai ou bien dans une vidéo où je ferai un mini live démonstration, je verrai. Attendez-vous s'il vous plaît, parenthèse, à avoir un nouveau petit sondage bilan. Alors pas forcément avec des questions, avec le même genre de questions, mais plus sur certaines questions précises par rapport aux maths. Je vais faire un petit sondage par rapport au format des démonstrations. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui préfèrent se faire en live? Auquel cas, pourquoi pas? Ou est-ce qu'il y avoir une version que je prépare tout seul dans mon coin, mais du coup la vidéo dure que 5-6 minutes, ça peut vous intéresser aussi. Donc ça, pareil, je vous laisserai y réfléchir, je vous poserai des questions là-dessus. Et encore une fois, ce sera l'occasion, je pense que c'est important par rapport à la situation, de vous demander un petit retour personnel sur votre situation. Alors ça peut être
niveau personnel, des fois je pense que c'est important qu'on soit un petit peu au courant s'il y a des soucis, mais sinon au niveau organisation, motivation, etc. par rapport à l'ambiance des cours, bah, de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Je vous laisserai y réfléchir un petit peu, je vous enverrai ça je pense dans la semaine, d'ici la fin de semaine. Alors, démonstration 6. Alors le M', c'est effectivement M-1. Alors, le théorème 7, c'est le même que par avant. Oui, oui, oui. Regardez. On retrouve le théorème vu au chapitre opération d'intérêt matrice. J'ai pas dit que c'était un nouveau, hein. J'ai dit qu'on le retrouvait d'une manière différente. Alors, démonstration 6. Tac, je prends une nouvelle page et je mets hop, le PDF en plus petit, ce sera plus facile. Alors, bien sûr, les deux points sont exactement les mêmes, enfin, sont quasiment les mêmes, donc on va en faire que l'un des deux, hein. Alors, la démonstration 6, et alors par exemple, la première implication, c'est laquelle? C'est si on a M' égale identité, montrons que M est inversible. Alors, est-ce que c'est celui-ci qui sera le plus rigolo? Je veux juste réfléchir par rapport à il y a juste une toute petite variante entre les deux. Tac, 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 tac. On a ça, donc ça, donc ça. Ouais, on va faire plutôt le deuxième dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose donc ici que M' fois M est égal à identité. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer que grand M est inversible. Le principe, c'est le suivant. Premier point. Comme la matrice grand M, c'est une gentille matrice carrée de Mn de K. On peut considérer l'endomorphisme canoniquement associé qu'on appelle petit u. Donc on peut considérer petit u. Alors ici, bah, c'est assez simple. Vu qu'on a une matrice carrée Nn, au départ et à l'arrivée, bah, on prend Kn, Kn. C'est une application petit u, l'endomorphisme canoniquement associé. Et idem pour grand M', avec, alors du coup U et V, je sens que ça va être compliqué. Je vais juste changer en F et G par rapport aux notations, ce sera un petit peu plus facile à distinguer pour vous. Tac, tac. Alors bien sûr, c'est uniquement parce que je suis ordinateur, sinon la différence aurait été limpide. Avec petit g de Kn dans Kn. Donc idem pour après, petit g de Kn dans Kn. Deuxième point. On a M' fois M qui est égal à identité. Alors ici, je rappelle le principe, donc par rapport à l'énoncé, je remonte un tout petit peu, donc je mets juste rapidement le PDF un chouïa plus grand, ne vous inquiétez pas, après je vais repasser comme avant. Ici, on utilise ça, le grand C, et vu qu'on a ce fameux isomorphisme fondamental, je remonte encore un tout petit peu, comme ça vous êtes tout ensemble, on sait que à partir d'une matrice donnée, on peut remonter à une unique application linéaire correspondante. Il suffit juste d'avoir fixé espace et base au départ et à l'arrivée. C'est ce qui nous a permis de définir l'application canoniquement associée en disant, si j'ai une matrice, je peux toujours dire, voilà, je sais qu'il y a une application linéaire qui correspond. Dans l'exemple tout à l'heure, on avait explicité cet exemple. Mais même si on n'a pas de valeur sur la matrice, là,
c'est ce qu'on peut faire. Donc je remets le tableau en un petit peu plus petit. Donc je repasse, hop, je repasse sur mon énoncé. Je remets le tableau un petit peu plus petit. Ici, sur ce qu'on est en train de faire, je mets le petit pointeur laser, on a une matrice dans la de cas. On peut donc, c'est automatique, considérer une application linéaire canoniquement associée. Et idem pour la matrice M', c'est l'isomorphisme fondamental. On sait que, en considérant Kn, Kn, base canonique, on a une application linéaire associée. Et donc effectivement, c'est lié à cet isomorphisme fondamental, et c'est pour ça qu'il est super fort. Ensuite, deuxième point, nous, qu'est-ce qu'on a comme relation particulière? Ben, on a tout simplement cette relation-là. MM' égale identité. Mais, si... hop. Bougez pas, j'ai un micro-bug technique. Hop, c'est bon. Mais, si on a MM' égale identité, je vous remets un petit peu sur le PDF l'énoncé un tout petit peu au-dessus pour qu'on puisse le voir. Là, comme ça, vous avez les deux en même temps. Si vous regardez le théorème 4 qui est juste en haut, lorsqu'on a un produit matriciel, ça correspond à la matrice d'une composée. Conséquence, ici, idem pour M' avec G de Kn dans Kn. Alors, pourquoi on ne peut pas directement le faire dans le chapitre des matrices? Ah bah parce qu'on n'avait pas les applications linéaires, mon coco. Alors, en vrai, on aurait pu le faire avec des trucs un peu techniques. Mais là, vous allez voir que ça va tenir, c'est super joli. Donc, on a M' égale identité. C'est-à-dire, alors je vais écrire en dessous. Hop, je repasse en noir. C'est-à-dire, la matrice de G fois la matrice de F est égale à la matrice de l'identité. Avec à chaque fois, je le remets en dessous, B, 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 en notant, hop, je vais marquer ici dans un petit coin, B, la base canonique, de Kn. Traduction matricielle, hop, ce truc-là, pardon, je change de couleur, avec le fameux théorème 4, c'est la matrice de Géron F. Conséquence, si je refais une petite étape, j'aurais dû tasser un tout petit peu plus, parce que malheureusement il va falloir un écran en plus. Bon, c'est pas très grave. On se retrouve à dire que la matrice de Géron F est égale à la matrice de l'identité. C'est-à-dire, vu qu'à une matrice donnée correspond une seule application linéaire, on arrive sur cette conclusion du deuxième point qui est Géron F égale identité. Alors, ce passage-là, hop, là, je l'ai un petit peu détaillé, mais en vrai, au fur et à mesure, ça pourrait être plus rapide, on va dire. D'ici quelques temps. Donc, concrètement, d'ici quelques temps, vous direz G' égale identité, traduction avec les endomorphismes, Géron F égale identité. Et vous allez tout bazarder. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Je vais juste passer après au dernier écran pour finir. Si on met IN à la place de l'identité, c'est tout pareil. Alors attention, est-ce que je me suis loupé? Non, je ne me suis pas loupé. Ici, bien faire la distinction entre la grand IN. Hop, je prends un truc de couleur. Ici, ce sont des matrices, alors que là, c'est une application. Donc il faut bien distinguer la matrice identité de l'application identité.
Alors, pour les endomorphismes, alors ça, je te laisserai revoir, c'est les tout aidant. Ça, ce cas d'équation associé. C'est ce qu'on a vu un petit peu au-dessus. Je te laisserai revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ah, E, c'est quel ensemble? E, excusez-moi, oui, il n'y a pas de grand E. C'est pas grand E, c'est KN. Autant pour moi. Tac. 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 Donc là, c'est KN. Alors, on a une matrice de F. Alors, ici, petit rappel, quand on a des endomorphismes, on ne répète pas deux fois la même base, on n'en met qu'une seule. Ça, c'est juste une notation qu'on avait fixée ensemble. Alors, dernière page. Conséquence, donc ce sera le troisième point. On a donc, alors, si G rond F, c'est l'identité. En particulier, on va avoir G rond F injective. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, ok, effectivement, l'identité, c'est injective. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si vous vous rappelez bien, on avait fait un exercice ultra classique sur les applications. Et on avait vu que lorsque G rond F était injective, on pouvait en déduire que petit f était injective. Alors je vais essayer de vous retrouver le PDF vite fait sur le côté. C'était un exercice sur les applications ici et là. C'était un petit truc qu'on avait fait à l'époque. Donc il est sur le côté gauche. Je remets un chouïa plus grand. On avait fait à l'époque, exercice 13 sur les applications, G rond F injective entraîne F injective. Donc ici, je repasse sur mon écran, on a donc G rond F injective, donc petit f injective. Donc CF, exercice 13 sur la fiche application. Et maintenant, je remets l'énoncé rapidement. Tac. 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 Par rapport à ce qu'on veut nous, on a une application injective, mais ici on le sort comme ça. Ici on le sort comme ça, c'est volontaire. Vu que on a la même dimension, regardez bien ici sur le PDF, vu qu'on a la même dimension au départ et à l'arrivée. C'est automatique de toute façon vu ce qu'on veut. Si on a une application linéaire injective, entre deux espaces de même dimension, elle est bijective. Et ensuite, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit, c'est là, mais ça revient au même. On a les deux espaces de départ et d'arrivée en même dimension. Conséquence, on va récupérer l'application F qui sera bijective. Et en utilisant la proposition 5, si F est bijective, ça veut dire que la matrice grand M est inversible. D'où la fin de la démonstration. Comme petit f linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension, on a en fait petit f isomorphisme. Donc ça, boum. Et on va arriver au dernier point. Par la propriété qui est juste au-dessus, donc la numéro 5, on conclut que grand M est inversible.